l'épisode 35 du podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô, Zelda? Ben bonjour Dead Breeze, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, je vais très bien, merci. Oui, aujourd'hui, on a un sujet qui est un peu hors des sentiers battus. On va parler de cannibalisme. Il y a plusieurs façons de voir comment on peut percevoir le cannibalisme. Pas nécessairement dans la pratique, mais au moins dans l'histoire. Quand même, Oui, j'espère que c'est pas quelque chose que vous pratiquez souvent, mais, j'espère. mais on va en parler un peu. Toi, ta définition de cannibalisme, tu irais avec quoi? En fait, le cannibalisme, c'est le fait de manger sa propre espèce, en fait. Un chat qui mange un chat est considéré comme cannibale. Un humain qui mange un humain est considéré cannibale. C'est pas mal le mot général. Si on veut y aller plus dans l'humain qui mange l'humain, ça a un mot bien précis. Ça s'appelle l'anthropophagie. Ça, c'est vraiment le terme spécifique qu'un humain mange un humain. Il y a différents types justement, de cannibalisme qui est lié à l'intérieur. Il y a différents rites, différentes raisons, parce que oui, il y a certaines maladies mentales qui font en sorte qui pourraient causer du cannibalisme, mais il y a aussi des raisons plus religieuses, il y a des raisons plus ritueliques, des croyances populaires, des mythes, des légendes Même qui sont liées à scientifique, ça. à un certain point, là. Même scientifique, oui, on pourrait dire ça de cette façon-là. Malheureusement, en fait, malheureusement, non, je vais plutôt dire heureusement, c'est une pratique qui est de moins en moins pratiquée, exécutée, parce que on a découvert que le cannibalisme est lié à beaucoup de maladies qui se transmettent, dont, on va le dire, hein, quand on boit le sang humain, ben, il y a plein de maladies qu'on peut avoir, comme par exemple, juste pour en nommer qu'une, parce qu'il y en a tout plein, le sida, qui est quand même assez important, disons-le, mais il y a certaines maladies comme la maladie du courroux, qui est une maladie en Nouvelle-Guinée de cannibales qui mangeaient des cerveaux humains, puis ça causait des problèmes cognitifs, des tremblements et tout, et tout, et tout. Donc, le cannibalisme, est-ce que c'est bon? Non, évidemment. Puis, ça a été banni dans plusieurs pays, justement, pour éviter ce type de problème-là. Donc, c'est un peu... Puis, tu sais, je trouve ça intéressant que tu mentionnes le sida. C'est sûr que pour au niveau médical, au niveau historique, c'est quand même une nouvelle maladie. Mais il y a beaucoup de choses aussi que la médecine, elle a, avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, qu'elle voyait pas à l'époque. Donc, ça aussi, je pense que ça rentre en ligne de compte. Toutefois, quand on retourne dans l'histoire, c'est quand même assez récent qu'on arrête l'utilisation des produits humains, en tout cas de faire une forme de cannibalisme. C'est pas nécessairement de manger dans ce cas-ci, ça peut être aussi ce qu'ils appellent, en parenthèse, du cannibalisme médical. Tu sais, je veux dire, le gras humain, la peau, les cheveux, tu sais, les cheveux, souvent, ça a été réutilisé de plusieurs façons. Le gras humain, souvent, était utilisé pour des onguents ou des ils appellent ça des savons. plasters. Ouais, mais je pense pas que c'est des pansements. En tout cas, ce serait un peu étrange, à mon avis, là, mais en tout cas, Oui. peut-être pour couvrir quelque chose avec le gras. Possiblement. Je lance Poss- des idées. Possiblement. Mais, tu sais, j'étais pas j'habitais pas l'époque pour le savoir. Il y avait les os aussi qui pouvaient être réduits en poudre. On pouvait faire des distillations liquides. Et évidemment, le sang qui a toujours été un peu l'espèce d'élixir de vie. Bon, parce que quand quelqu'un se vide de son sang, il meurt. Donc, c'est automatiquement, on fait des associations avec ça. Il y avait beaucoup aussi de mythes reliés à tout ce qui était ce qu'on appelle le cannibalisme médical. Tu sais, c'est sûr que pour qu'on sache aujourd'hui qu'il faut que tu fasses des extractions de, je sais pas moi, de moelle osseuse ou tout ça, je pense pas que ça vienne du cannibalisme. Je pense qu'il y avait peut-être des voies, en tout cas des pistes, sans trop comprendre ce qu'ils faisaient à l'époque. Parce que il y a une certaine culture qui s'est développée, par exemple, en Grèce, pendant les combats de... Voyons, je suis en train de me mélanger d'endroits. Les combats de gladiateurs.
Oui, Bon, ben, c'est souvent, à Rome, souvent. à Rome, ouais. Oui. Ben, en tout cas, souvent, les partisans, et non pas les participants, qui étaient malades, sautaient dans l'arène quand le gladiateur était bon, mort, hein, puis que la bête était retournée sous cachot, c'était pas morte elle-même, puis les gens essayaient de boire le sang parce que on disait que de boire du sang de gladiateur, ça aidait contre l'épilepsie, qui était une maladie qui était vraiment incomprise à l'époque, là. Donc c'était une maladie invisible qui, tout d'un coup, vous faisait réagir. Il y a beaucoup de personnalités, aujourd'hui, mettons des personnalités célèbres en médecine, là, je sais qu'il nommait dans ce cas-ci Alexandre de Tralles en 570. Mais là, je le connais pas. Je sais que j'ai Paracelse aussi, qui est nommé pour faire de la poudre avec des os de crâne. Ça permettait de... C'était un peu un soin de tout quand elle était distillée, là. C'était un cure-tout de prendre des consommations d'os de cerveau, de crâne en tant que tel. Tu sais, il y a plein de choses que ce soit des peaux de momie ou des onguents pour soigner les hémorroïdes et les ulcères. Je veux dire, il y a quelque chose dans la médecine qui, heureusement, ça s'est amélioré. On a fait des recherches, hein? Il y a eu des recherches qui s'étaient faites. Des essais Oui, erreurs. heureusement. Parce que, écoute, j'avais des pansements de momie, donc on s'entend, c'est des gens qui, ça fait un petit bout qui sont là, mais ils servaient à traiter des morsures vénéneuses, des maux articulaires, c'est ça, il y a des trucs, c'est des traductions, hein, mais des nœuds, des tubercules sur les os. Même jusqu'à ce qu'on appelait aujourd'hui la syphilis, mais qu'à l'époque, elle n'avait pas nécessairement ce nom-là. On prenait du défunt pour essayer de soigner le vivant. C'est sûr qu'il doit y avoir eu quelques décès reliés à ça. Là. Je ne vais pas croire que de boire des eaux broyées, peut-être que ça passe mieux, là, mais du sang, ça doit être quelque chose. Pareil, il faut que tu sois un petit peu désespéré, là, parce qu'il y a un côté éthique aussi qui rentre en ligne de compte là-dedans. Je sais que pour aujourd'hui, c'est très éthique. Peut-être qu'à l'époque, c'était banal. Je pense pas, quand même. Ben, ça dépend l'essai. beaucoup de, tu sais, comme des croyances, des religions, des pratiques, tu sais, des mœurs de chaque pays, de chaque endroit. Parce qu'il y a un concept qui s'appelle tu sais, par exemple, de l'endocannibalisme, que, en fait, c'est le fait de se nourrir des restes d'un proche afin de transférer son âme dans l'organisme de la personne qui mange, en fait, ces objets-là. Ben, ces objets-là, je veux dire, c'est parti du corps-là. Souvent, c'était le cœur, le cerveau de la personne décédée ou justement des os réduits en poudre que les personnes pouvaient ingurgiter. Puis ça faisait une espèce de mixture et ça leur permettait de se nourrir des éléments vitaux de l'esprit de la personne décédée. C'est des pratiques qui se faisaient comme dans quelques pays, comme peut-être plus dans le coin de l'Afrique ou dans certaines parties où est-ce que les morts étaient vraiment plus comme honorés, étaient plus Mais je respectés. pense que ça se fait encore. Dans C'est certaines cultures, parce oui. que il me semble que j'ai déjà eu une ancienne collègue qui avait mentionné avoir dû manger de quoi c'était vraiment vraiment petit, là, c'était pas un morceau de bras, là, mais genre quelque chose qui appartenait à, je pense, son grand-père, je sais pas trop quoi, dans le temps, est-ce qu'elle était dans un autre pays que ici, là, mais je pense que il y a des endroits, en fait, que ça se fait encore, c'est quand même assez rare, là, puis je pense pas qu'ils font cuire la personne au complet, là. Mais, ouais. C'est quand même assez spécial. C'est quand même C'est une assez façon spécial. d'honorer le défunt, quand même. Là. Oui, puis il y a d'autres façons d'honorer d'autres types de personnes. Tu sais, si je peux aller dans l'autre, tu sais, comme l'autre type de cannibalisme qui est l'exocannibalisme, ça c'est, en fait, c'est une pratique de guerre. On en voit dans quelques films. En fait, ça consiste à manger la chair d'un ennemi vaincu pendant le combat. En fait, c'est un acte de bravoure pour les personnes qui le font, qui y croient. Puis aussi de l'appropriation de la force de son ennemi, qui est, tu sais, il y a certaines tribus amazoniennes qui le pratiquent, les Aztèques par exemple, Nouvelle-Guinée, puis encore aujourd'hui, quelques endroits en Afrique. Et quand que je parle de certains films, je pense que tu as le film de
Zorro, avec Antonio Banderas. OK. On le voit, il y a une scène où est-ce que tu as l'espèce de méchant, tu as la tête du frère dans un bocal avec de l'eau et il boit l'eau du bocal. C'est quand même assez dégueu, je précise. Juste le fait qu'il avale ça, juste l'idée est assez dégueu, mais c'est un principe qui a existé dans plusieurs peuples. C'est sûr que, évidemment, c'est des peuples qui avaient peut-être plus tendance à faire des sacrifices humains. Justement, parce que les sacrifices humains, c'était souvent des ennemis qui étaient tués, qui étaient mis en... Il était consommé. Mais en fait, c'était souvent des ennemis qui étaient mis sur le bûcher, en fait, sur la grande table, qui étaient sacrifiés et qu'on consommait peut-être le sang ou on mangeait le cœur, on mangeait certaines parties quand même assez importantes du corps pour pouvoir s'approprier de leur propriété, de leur connaissance. Il y avait aussi beaucoup de croyances magiques liées à ça. Oui, puis tantôt, tu as fait mention, là, c'est parce que ça m'échappe là, le terme pour parler de la famille qui mange un défunt. C'est l'endocannibalisme. Oui, quand tu as mentionné la relation avec le film, c'est ça? Le film de Zorro. Oui. Je sais que dans les livres de Anne Rice, je pense que c'est dans Sang et Or, Gold and Blood ou Blood and Gold, il mentionne aussi les rites, des rites communs à ça. Je pense que c'était pour un clin d'œil à Bastet. Je crois, là, écoute, j'y vais de mémoire, là, mais c'est comme quoi, justement, la famille consommait dans le temps d'Égypte. Puis certaines tribus, ou en tout cas certains clans particuliers en Égypte faisaient ça. Je sais qu'Anne Rice est très forte à faire des liens avec l'histoire, fait que je sais pas s'il y aurait un parallèle à faire pour vrai ou pas. Là, j'ai pas tombé là-dessus dans mes lectures, par contre. Mais elle est assez forte aussi avec tout le côté vampirisme, qui est Ouais. une forme aussi de cannibalisme, étant donné que ils boivent du sang, ils se nourrissent du sang, comme des humains pour survivre et tout. Donc, le sang étant un fluide vital, comme tu l'expliquais tantôt. Mhm. Puis il y en a beaucoup aussi de façon religieuse qui vont le faire. Là. Je sais que tu as mentionné un petit peu plus tôt les Aztèques qui mangeaient leur ennemi parce que c'était comme l'acte ultime de revanche. Il y avait aussi, ils mangeaient aussi les corps qui étaient offerts en sacrifice à leur dieu. C'est question de l'honorer complètement. Ben oui, en fait, ils faisaient des sacrifices pour ça principalement. Mhm. Et il y a aussi en Inde, il y a des agoris. J'en ai déjà mentionné, je pense, dans les premiers podcasts qu'il y avait un journaliste qui s'était fait un peu taquiner par un d'eux. Là. Il y a plusieurs, je te dirais, on dirait des branches en tant que telles. Il y a les agoris plus sérieux et il y a ceux qui sont, je te dirais, dans les bas-fonds. Donc, c'était à la base un culte à Shiva et Kali. Et ils ne mangent de tout ce qui est un peu rejeté par la société, on va dire ça comme ça. Ils vont pas se faire un sandwich, ils vont peut-être s'ils en font un, c'est parce qu'ils l'ont trouvé dans les poubelles. Ils mangent tout ce qui est rejeté et ça fait aussi partie, les corps d'humains font aussi partie des rejets. Parce que bon, puis là je te parle, c'est des agories qui sont peut-être les plus dégueulasses de toutes les tribus qui peuvent être des agories. Je sais pas comment expliquer ça en tant que tel, là, mais il y a vraiment des gens normaux qui sont agories, qui vont pas justement aller manger des morts, mais il y en a d'autres que c'est comme ils vont au bout des choses. Ils vont jusque-là. Parce qu'ils buvaient dans des crânes, des crânes humains, tout ça. Je sais pas si c'était juste pour faire du spectacle, par exemple. Je sais qu'il y en a un qui est vraiment taquiné un journaliste, puis il s'est amusé, là. Mais il y a des gens comme ça. Je dis pas que c'est l'aspect original, puis c'est vraiment ça être un agoriste, je pense pas. Mais ils ont une part de la culture, ou en tout cas de l'histoire qui tourne autour de ça, qui est un petit peu liée au cannibalisme à un certain point. Et ça va quand même assez loin, eux. Là. Et je pense que à la base, leur maquillage, qui est fait avec de la poudre d'os, ce qui donne le côté blanc, blanc, blanc de leur maquillage. Mais ça, je suis pas... j'y vais de mémoire, là. J'y vais de mémoire.
peut avoir une Mais petite idée si on se souvient bien tu sais, du film de Indiana Jones, le Temple maudit. On oui, voit un peu, tu sais, comme on voit qu'ils ont des crânes, ils boivent du sang, ils sont vraiment, tu sais, comme ils ont un gros maquillage quand même assez, tu sais, comme assez impressionnant. Je dirais que c'est le film d'horreur des Indiana Jones, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais je veux dire, c'est quand même un des plus dégueux. Donc, tu sais, ça peut nous donner une petite idée, quoique, tu sais, c'est peut-être juste, comme tu dis, c'est comme des histoires qu'on raconte, puis que c'est pas vraiment la réalité. mais tu sais, c'est parce que ça peut aller loin. Là, on parle de cannibalisme au sens ultra général, là, mais si on va chercher au niveau de la culture, je sais pas moi, les nécromanciens de l'époque, là. Tu sais, il y a une partie qui est folklorique, puis il y a une partie qui a vraiment existé, dans le sens où c'est pas tout le monde qui allait se déterrer une main dans un cimetière pour se faire... pas nécessairement déterrer parce que c'était des pendus, là, c'est parce qu'il y en a un peu moins aujourd'hui qu'avant, mais ça allait chercher une main pour faire euh, une main de gloire. Excusez, je cherche mes mots. Euh, Tu sais, c'est pas aller chercher des dents ou des morceaux pour un culte, faire une offrande. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de choses aussi que le folklore a probablement augmenté. Tu sais, est-ce que c'est quelqu'un qui a, je sais pas, été chercher des poils, des cheveux, un bout de moustache, je sais pas, là, d'un défunt? Est-ce que pendant l'épidémie, tu sais, il y en a qui s'amusaient à collecter des morceaux des malades? Ça se peut. Je te dis pas que les nécromanciens, ils ont toute une éthique parfaite, puis autant que il doit en avoir beaucoup qui ont quand même une certaine éthique aussi. Ce que je veux dire, c'est, tu sais, il y a un côté folklore aussi qui va faire ça. C'était très secret, il y a personne qui devait parler de sa pratique. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont testé la chose? Moi, j'aurais pas... Peut-être. Je, je serais surpris qu'il n'y en a pas un qui ait testé. Au moins un, parce Mais, que juste dans les maladies mentales, on n'a pas besoin de faire grand-chose pour qu'ils testent à peu près n'importe quoi. en effet. Mais, tu sais, c'est ça. Est-ce que quelqu'un qui a un penchant pour le côté... Là, il faut que je fasse attention à ce que je dis, c'est parce que moi, je suis très, très tournée vers ce qui est spiritisme, nécromancie. Là. Fait que même moi, je me vise en tant que tel, mais je veux dire, tu sais, l'espèce de fantasme du défunt ou de la mort en tant que tel, poussé à son extrême, est-ce que ça pourrait provoquer un besoin de cannibalisme chez quelqu'un? Ayez pas peur, j'ai pas ça, là, mais je propose des hypothèses. Là. Est-ce que ça pourrait pousser quelqu'un à avoir envie de manger quelqu'un d'autre? Peut-être. Après, comme on en a parlé un petit peu hors ronde, parce que souvent on discute un peu du sujet. Il y a aussi dans des fétiches extrêmes qui peuvent être en lien avec ça. Pas nécessairement une pratique occulte, mais ça en fait aussi partie. Il y a des gens qui veulent être mangés. Pas dans le sens intéressant, dans le sens littéral. Là. Et il y en a d'autres qui veulent manger de la chair des autres, les cheveux, les ongles, je sais pas. Les mettre là, moi c'est pas... Mais tu sais, il y en a des gens comme ça. Fait que j'imagine facilement quelqu'un qui a une espèce d'attirance envers la mort mélangée à ça ferait un nécromancien facilement tenté d'essayer de croquer dans les doigts qu'il reçoit, là. Puis là, ça a l'air d'être un gros stéréotype, là. Mais je suis sûre que vous comprenez l'idée en tant que telle que j'essaie d'expliquer. C'est juste... Je serais pas surprise. Je serais surprise un peu plus aujourd'hui, parce que c'est quand même un petit peu plus compliqué de se retrouver trouver un corps, là. Mais je serais pas surprise qu'au Moyen-Âge, il y en a quelqu'un qui ont joué au croque-mort, là. Je veux dire... c'est... En tout cas... Ben, il y a beaucoup de spécial criminels. aujourd'hui. Il y a beaucoup de criminels qui fabriquent leur corps, si je peux dire ça comme ça. Tu sais, il y a beaucoup de des psychopathes que eux, après d'avoir tué leur victime, ben, ils en mangeaient. Et je dis le psychopathe, c'est pas nécessairement loin dans l'histoire parce qu'il y a des cas quand même assez malheureusement récents. Peu importe l'endroit dans le monde, tu sais, la maladie mentale peut frapper, tu sais, comme tout le monde, puis ça, peu importe la croyance, peu importe la religion, peu importe le pays. Donc, il y a plusieurs cas dans, tu sais, comme différents pays qui, tu sais, des personnes qui vont littéralement tuer
puis manger son voisin, son ami ou n'importe qui comme ça pour justement en faire des sandwichs. Mais je dis pas que ça a été fait, là. En tout cas, j'ai pas assez lu là-dessus pour ça. Il y en a un, je sais qu'il y en a un qui est en Russie, mais j'ai pas vu toutes les informations, mais il y en a un qui était, c'est un Japonais qui était aux études dans une université à Paris, qui avait rencontré... Attendez, je pense que je raconte pas l'histoire dans le bon ordre. Au Japon, il y avait une voisine. OK. Puis je vais vous la conter complète, là, mais ceux qui sont européens doivent la connaître un peu plus, cette histoire-là. Le monsieur, il s'appelle, c'est sûr que je le débaptise, là, mais Isaki Sagawa, ou quelque chose comme ça. Il vivait avec ses parents. Il tripait sur la beauté occidentale, tout ça, parce qu'on est grandes blondes. Vu que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas chez eux, puis à une certaine époque, c'était comme les critères de beauté au Japon. Tu montres tout le temps ce qui est un peu plus exotique. Fait que pour eux, l'Europe est exotique, puis vice-versa pour nous, là. Donc, dans son quartier, je pense que c'est une de ses voisines, c'est une Suédoise. Ou une Allemande, je pense que c'est une Allemande blonde. Puis il expliquait que dans une soirée, écoute, il était belle, il était plus capable de se retenir. Fait qu'il rentrait déguisé, là, parce qu'il voulait pas se faire connaître. Il voulait croquer une fesse. Ça a commencé par ça. Puis... Puis pas au sens cochon, là, au sens avec non, beaucoup de sang. littéral, là, genre Okay. mordre une fesse. Mais pas dans le sens je vais la tuer pour mordre une fesse, mais... Bref, la fille, il l'a frôlé dans sa chambre parce qu'il a réussi à rentrer dans la maison. Elle s'est réveillée, puis elle lui a foutu une volée parce que c'était pas quelqu'un qui était... C'est quelqu'un qui était toute frêle, qui avait pas vraiment de force physique. Là, c'était pas... en tout cas, il était pas très très menaçant en tant que tel, physiquement parlant. Là. En tant que tel, il était menaçant parce qu'il était quand même déguisé dans sa chambre. Là. Donc, elle fait venir la police, tout ça. Ses parents, à ce jeune homme-là, décident de faire une entente hors cours, lui donne une somme incroyable pour qu'elle arrête la poursuite. La madame arrête la poursuite. Et finalement... va savoir comment il a réussi ça, mais il réussit à se faire accepter à l'université à Paris et prend l'avion, s'en va à Paris, tout ça, et là, comble de joie, il est entouré de tentations, parce que là, c'est toutes des Européennes, en fait, qui sont là, des belles femmes, tout ça, dans ses cours, tout ça, et il tombe face à face avec une... je pense que c'était soit une Écossaise ou une Irlandaise, mais dans le fond, lui, ce qu'il trouvait bien, c'est que, bon, elle était super belle à ses yeux, et deux, c'était une étudiante étrangère aussi. Fait qu'il y avait déjà deux choses en commun. À cause de ça, eux se sont rapprochés, et ce qui est arrivé, c'est que lui, un soir, on l'a invité chez lui, et tout allait bien, mais là, sa pulsion cannibale a pris le dessus. Parce qu'il y avait quand même... ce qu'il racontait, c'est que quand il était jeune, à lui, là, son oncle, il jouait avec lui puis son frère, puis il faisait semblant qu'il était comme un grand cannibale, puis qu'il mangeait, il les attachait, puis il les mettait dans un gros truc. Tu sais, il faisait jouer les enfants, mais lui, on dirait que son cerveau, il a comme pris ça comme un devoir de faire ça. Je sais pas, c'est de la maladie psychiatrique. Oui, c'est de la maladie psychiatrique. Parce que, tu sais, en fait, je dis ça comme ça. Comme qui si normal? Je pense que c'est normal. Ben, c'est parce que, tu sais, t'es un parent, t'as ton petit bébé, puis tu veux t'amuser, puis tu sais, en le chatouillant, tu fais « Ah, miam, 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 miam. » Tu sais, c'est comme si, tu sais, je vais te manger, mais tu sais, l'enfant... Mais je pense que la façon qu'il était raconté... Non, mais, tu sais, lui, peut-être qu'il essaie de faire des liens, pourquoi qu'il y a cette pulsion-là aussi, ça, je peux comprendre. Quelqu'un qui essaie de chercher les raisons pourquoi lui a envie de manger quelqu'un, là. Mais il disait qu'il n'y avait pas de l'air à dire que c'était drôle, là, c'est ce qui se passait là, quand il était jeune. Là. Puis ça a l'air, en tout cas, d'après moi, ça l'a comme traumatisé, puis ça l'a fait grandir une pulsion. Bref, il y a là, cette jeune femme avec lui, sa collègue d'étudiante, en tout cas, avec lui chez lui, et comme qu'il veut absolument la goûter, qu'il ne peut pas faire ça pendant qu'elle est vivante, fait qu'il y a dessus, il y a des coupes, puis
je pense qu'il s'est essayé, là. J'avais pas tous les détails parce que, bon, c'est quand même sur YouTube, le documentaire, là. Fait que il épargne certains détails pour pouvoir passer la code censure. Mais, en gros, ce qu'il disait, c'est que, bon, il a mis des restants qu'il probablement pouvait pas consommer dans 2 valises. Et il a pris un taxi jusqu'à Bois-de-Boulogne. Et il est descendu proche des rives avec ses 2 valises. Puis apparemment, il était facilement pas reconnaissable. Mais en fait, c'était bizarre de voir quelqu'un arriver dans un parc. Un japonais tout maigre qui a de la misère à traîner ses valises jusqu'au bord de l'eau. Malheureusement, ce qui est drôle, c'est que j'ai vu le même début de reportage en anglais et en français, puis il n'y avait pas la même traduction de l'histoire. Oh. Ce qui était un peu étrange parce que c'est la même compagnie. Mais bref, il y a quelqu'un qui éventuellement voit les valises tachées de sang, ouvre les valises et déclare à la police. Et il y a une enquête qui se déroule pour le retrouver. Dans une des versions, je pense que la version anglaise, c'est qu'il y avait un vieux vieillard qui l'avait vu, qui avait vu les valises, il avait appelé la police, puis là, après, lui, il s'est enfui, mais bref, l'histoire est la même. Il retrouve Isagi Sagawa. Bref, il le retrouve et entame les procédures judiciaires. Malheureusement, le procès n'a jamais eu lieu. Lui, il est retourné à Tokyo comme si rien n'était sous un autre nom et il en parle de son histoire là, un peu, mais il va pas donner ses nouvelles identités là. Je sais pas, il s'en est sorti un peu trop facilement, si tu veux mon avis là, mais je pense qu'il y avait des problèmes parce que ça va attirer les médias mondiaux là-dessus. Puis c'est vieux, mais c'est pas tant vieux. Là. Il y avait quand même des images, des photographies, tout ça là, de scènes. Puis il est encore vivant aujourd'hui. Ça faisait à peu près 25 ans qu'il disait. Fait que, mettons, on recule une couple d'années en plus, mettons 99 peut-être. Ce qui expliquait de journaliste vite fait, c'est que ça avait attiré l'œil international, donc toute la médiatique internationale. Sauf que c'était tellement... comment dire... c'était pas étrange à la culture, mais c'était comme pas dans les lois de nulle part, parce que c'est comme automatique, t'es pas supposé manger quelqu'un. Ben, t'es pas supposé de le tuer non plus, mais... Non, mais je pense qu'il y avait quelque chose qui te protégeait, je sais pas pourquoi, mais il était pas capable de rien faire. Je pense que depuis, ça s'est arrangé. Je pense qu'ils ont fait des modifications dans la loi, mais c'est comme il est tombé entre 2 chaises. Littéralement. Puis je pense qu'il y a de la frustration qui... En tout cas, moi, je capoterais avoir été parent de ça, mais... bref, c'est pour dire... Je pense que c'est un des derniers cas, vraiment, gros. Il doit y en avoir comme des meurtriers en série et tout ça, là, mais en France, ça avait choqué la France quand même beaucoup, là, vu que ça s'est passé à Paris. S'il y en a qui sont plus au courant de l'histoire, qui veulent nous écrire un petit message là-dessus, je suis très, très ouverte à ça. Mais oui, ça, c'est comme un des morceaux. Il y a eu un cas plus récent au Canada. Ah oui? Oui. Ah ben oui! Lucas Rocco-Magnotta, je pense que on l'a tous vu. En fait, surtout les Québécois, on l'a tous vu parce que ça s'est passé à Montréal. Qui est une grande métropole au Québec. Mais l'avais-tu consommé? Il l'avait consommé, oui. Ah, oui. Il l'a démembré, puis il a mangé la fesse d'un de ses partenaires sexuels. Ça, c'est... Puis, mentionnant ça, j'avais lu en quelque part que il y en a des psychopathes qui avaient déjà démembré l'organe masculin. Puis, ben, je dis pas lui, là, un autre psychopathe qui avait déjà comme démembré un organe masculin pour le manger. D'habitude, les hommes aiment bien ça, mais pas de cette façon-là. Ouais, non. Là, il y en a plus un qui va vouloir écouter parce que bon, il va se sentir bien à chaque fois. Il y a aussi un pape qui faisait, un petit peu lié au cannibalisme, on dirait un cannibalisme d'urgence. Puis j'adore son nom, là, parce que, on peut juste être pape pour avoir un nom comme ça. C'est Innocent VIII. En effet, je confirme. Qui, en juillet 1492, était effectivement malade. D'ailleurs, il y en a qui réfutent un peu cette histoire-là.
Bon, après, hein, l'Église, c'est pas trop bon pour eux d'avoir ce type d'histoire-là entre leurs murs. Il y avait aussi... Parle-moi aux autres qui l'ont réfuté. Mhm. Puis il y avait aussi des combats de prêtres, là, des combats de futurs papes, là, donc ça jouait fort, fort les coups de coude en politique papale. Donc il y a ça aussi. Toutefois, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui s'entendent pour dire que ça s'est vraiment passé, mais parce que c'était une mesure de panique. Puis ça, j'aurais tendance à le croire. En tant que tel, je sais qu'il est pape, il y a quand même une limite de pape que tu as le droit de passer. D'ailleurs, je pense qu'on est sur le dernier, là. Non? C'est pas le dernier pape. Oui, en théorie, on serait sur le dernier. Donc après, c'est l'apocalypse. Bref, c'est un autre sujet de podcast, mais ça sera pas aujourd'hui. Non. C'est ça, donc il était malade, donc mourant. Quand t'es pape, t'as un avantage, c'est que toutes les médecines sont bonnes. Tous les tests sont bons, si ça peut faire en sorte que tu survis. Puis il n'y a pas vraiment de limite sur les produits. De toute façon, surtout en 1492, où que c'était quand même plus pieux comme époque, si jamais vous avez un pape qui est malade, il y a beaucoup de gens aussi qui vont s'offrir à lui donner des médecins, des remèdes, parce que bon, pour essayer je sais pas, s'en remettre des bonnes faveurs auprès de Dieu. Acheter leur place auprès du Seigneur. Eh oui, t'as sauvé mon pape, je vais te sauver un peu. Des petits coups comme ça. Donc, on parlait un peu plus tôt du sang. Le sang est souvent interprété comme un élixir de vie. C'est parfois un élixir de jeunesse. On croyait souvent capable de contrer certaines maladies avec le sang. Donc, le pape Innocent VIII en fait partie, surtout que dans la médecine, à cette époque, le sang était un petit peu moins utilisé, mais c'était quand même comme la dernière option. Donc, pour que le pape puisse survivre, ils ont fait amener 3 jeunes hommes en santé, donc l'attente de santé, pour les saigner. En fait, c'est qu'ils ils font des coupures, tout ça, recueillent le sang et faisaient boire le sang au pape. Évidemment, dans un cas de saigner pour le pape, on s'entend qu'ils n'ont pas vraiment été de main moite. C'est pas comme fait dans un... je m'allais dire un centre de vaccination, c'est pas ça que je veux dire, mais un centre une cueillette de sang, là, où est-ce que ils font toute la station pour être sûr que tu aies le bon volume de sang, là. Non, c'est pas une banque de sang, c'est... Ils t'ouvrent. La totale. Ils t'ouvrent et ils extraient, là. La totale. Les 3 jeunes hommes, c'est probablement début adulte, j'ai pas les âges, sont décédés via les segments. Et le pape, il meurt quand même le 25 juillet. Par ailleurs, j'aimerais ça faire une petite parenthèse sur Innocent VIII en disant que c'est quand même lui qui a signé les papiers de Heinrich Kramer puis de Jacob Sprenger qui nous ont fait le fameux Malleus Maleficarum. Donc ça vous donne une petite idée du style de pape que c'était. Oui. Soit dit en passant, le testament n'est pas fait pour digérer du sang, donc ça finit toujours en vomissement. Il y a 3 personnes qui sont mortes pour pas grand-chose. Souvent, oui, il y a ça. Puis le pape, je pense pas qu'il... Tu sais, les papes sont pas très jeunes quand ils arrivent. C'est ça que j'ai jamais compris d'ailleurs, là, mais en tout cas, ils sont pas très jeunes quand ils arrivent au titre de pape. Fait que je devine que l'estomac doit pas être capable d'en prendre. Tu sais, si jamais il arrive à un certain niveau de consommation... Tu sais, mettons, je sais pas, moi, je bois du sang de quelque chose, ça peut arriver par erreur, là, mais mettons, de quelque chose, je peux peut-être tolérer un certain montant parce que j'ai un jeune estomac. Il est peut-être magané un petit peu, là, mais j'ai quand même un jeune estomac si on compare à un pape. Probablement qu'il a plus de chances de survie que lui. Mais c'est ça, avec son âge, puis écoute, il était déjà malade quand même beaucoup. Ça l'a peut-être juste... ça lui a peut-être juste donné... Ouais, le dernier coup, mais quand t'es une cause perdue, je devine qu'ils ont juste tout essayé. C'est juste que... je sais pas comment il peut être perçu s'il tue 3 personnes pour essayer de survivre en tant que pape. Tu sais, il me semble qu'un pape, c'est pas supposé tuer personne, là, mais en tout cas, c'est supposé de montrer l'exemple aussi. Ouais, une chance qu'il n'ait pas survécu. Non, mais, tu sais, il a donné du sang, il a survécu. Écoute,
ça n'aurait pas de sens, là. Tout le monde se courrait après, essayer en tout cas. De Tu tuer. sais, il y a des choses comme ça que c'est... Sur le coup, on en rit, là, mais ça aurait pu vraiment mal Dégénéré. virer. Oh oui. Mhm. Euh, Puis, petite parenthèse, chez les Japonais, attends, c'est ça? Les soldats japonais, ils consommaient dans la Deuxième Guerre mondiale quelque chose, mais je sais pas c'est quoi, c'est marqué POWs. Pauvre. Mais moi, j'étais habituée que POW ou POV, c'est point of view, mais je suis pas sûre qu'ils mangeaient des points of view. P-O-W. Ouais. Japanese soldiers during World War II consume POVs. En tout cas, mais les Korowai de Nouvelle-Guinée, eux mangeaient... Ils avaient le droit de manger des humains qui pensaient que c'était des sorcières. Tu sais, il y en a des sorcières qui ont fini au bûcher, puis il y en a apparemment qui ont fini dans une assiette. Je sais pas. C'est spécial, là, des fois, là. C'est... After the war, après la guerre, des soldats japonais disent qu'ils ont mangé de la chair humaine parce qu'ils y crevaient de faim. Ouais. En fait, il y a beaucoup de cas de cannibalisme liés justement à la faim, à la famine. Ça, c'est peu importe, partout dans le monde, il y en Oui, a. comme l'avion qui s'est écrasé, là, ça avait fait un film. Oui, là, c'est les joueurs de football, je crois, ou de baseball. Oui. Qui commence à finir par se dire qu'il va falloir qu'il mange du monde. Puis je pense 3 jours plus tard, il les retrouve, ou 2 jours. En tout cas, c'est pas long après qu'il ait commencé à faire ça. Mais ouais. Je me rappelle pas c'est où. Mais je pense que c'est le même type de... c'est le même type de réponse, comme quoi, eux, c'est parce que là, ils pouvaient plus... ouais. Il n'y avait pas le choix. Tu sais, des fois, ouais, ça, tu dois être marqué à vie, par exemple, là. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui fait du cannibalisme parce qu'il a envie d'une pulsion de ça, comme notre champion, là, champion à valise japonais, là, c'est une chose, hein. Oui. Mais quelqu'un qui a pas le choix de manger, surtout quelqu'un que tu connais, là, pour Mais survivre. dans les grandes famines, il y a dû en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sûrement. Mais sinon, Mais... t'as aussi différents autres types de cannibalisme, dont, en fait, dans les mythologies, parce qu'il y a beaucoup de dieux, comme des dieux grecs qui mangeaient leurs enfants, juste pour ne nommer qu'eux, mais... mais les grandes tragédies. Des grandes tragédies grecques, mais il y a aussi... tu sais, dans les grandes croyances, on croyait que, par exemple, dans le temps, les sorcières mangeaient des humains, mangeaient surtout des enfants. Et on croyait que, justement, étant donné que les sorcières, pendant les sabbats, faisaient de grandes orgies, faisaient, comme de grandes fêtes avec du sexe totalement débridé, les enfants qui étaient nés de ces sabbats-là, de ces fêtes-là, étaient utilisés, on disait, en fait, c'est plus l'Église qui le disait pour, c'est comme maintenir la peur au travers de la population. L'Église expliquait que au 8e jour de vie, après la naissance de ces enfants-là, les sorcières les tuaient et utilisaient les parties de leur corps, leur sang et tout pour faire leurs ingrédients, pour leurs futures potions, pour nuire la population, bien évidemment. Moi, j'espère juste qu'il n'y aura pas personne qui écoutera de ce podcast-là en soupant. En dînant ou en soupant. Parce que c'est sûr. Mais c'est bon si jamais vous êtes au régime, vous venez de perdre des calories parce que vous ne mangerez plus. Non, on devrait faire attention. Veuillez ne pas manger pendant l'écoute de ce podcast. Moi, j'ai fait pas mal le tour des informations que j'avais de mon côté. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur le cannibalisme? En fait, non, en fait, il y a juste un certain détail que je voudrais rajouter. Il y a beaucoup de cas de rituels en magie qu'on voit avec
des morceaux de corps humain, par exemple. Bon, on a des rognures d'ongles, on a des cheveux, on a... Puis des fois, dans certains cas, il peut y avoir du sang que tout dépendant le type de rituel, certaines personnes pourraient justement ingérer, manger, boire. Ça pourrait être en quelque sorte une forme de cannibalisme pour s'approprier une propriété, s'approprier quelque chose de la personne de qui ça vient, ou justement de faire des rituels d'amour. Parce que dans certains rituels, en mettant quelques gouttes de ton sang dans le verre de la personne que tu désires, ben elle a comme c'est comme si soudainement tu pouvais rentrer en elle et ben je veux dire, elle nous sentait et Mhm. on pourrait, pourrait tomber amoureux de nous de cette façon-là. On pourrait appeler ça quasiment une forme de cannibalisme quand que, disons que c'est pas mal sur la ligne. Quoique c'est des types de rituels que je recommande pas. C'est pas très hygiénique. Mais surtout quand il faut les manger, ce que je veux dire. Mais Mhm. donc dans la magie, il y a des cas. Est-ce que je pense il y a simplement juste dans la mythologie, dans les mythes, dans les fausses croyances qui ont été lancées sur les sorcières, les sorciers, puis les méchantes, les vilaines sorcières, que le mot le cannibalisme et la sorcellerie a été mélangé. Parce que de base, c'est pas une pratique qui est très, 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 je peux pas dire populaire, mais je vais dire, pratiquée en réalité. Mhm. Eh oui. Fait que c'est- J'espère que vous aimez ici le sujet de cette semaine. Si jamais vous voulez nous encourager, vous pouvez toujours venir nous voir sur Patreon. Vous devez venir nous voir sur le site, venez poser vos questions, on est là pour ça. Ce qui est fun, c'est que tout le monde peut donner son avis dans un environnement contrôlé. Si vous voulez nous parler en direct, il y a toujours le Discord qui est disponible. Tous les liens sont en bas, dans la description, que ce soit sur YouTube, Spotify ou autre. Et n'oubliez pas, tous les samedis matin, heure québécoise, donc à 8h30 le matin ou en après-midi pour l'Europe, on est en live stream. On présente soit des sujets ou on ouvre des boîtes. Donc, sur ce, j'espère vous revoir rapidement, puis on vous souhaite une excellente semaine. Bonne Merci! semaine à tous! Au revoir!